Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Donc, hop, bienvenue. On va laisser juste 10 petites secondes à tout le monde pour arriver et à moi pour vous accueillir à tous, accueillir notre speaker de la conférence. Bonjour Laure, Bonjour Fabrice Mouron. bonjour à toutes et à tous. Alors, permettez-moi s'il vous plaît en introduction des petites consignes pour les participants. Donc vous avez à votre droite de l'écran une section pour poser vos questions. Je vous encourage vivement à commenter ou poser vos questions à Monsieur Mouron. La petite section chat, utilisez-la s'il vous plaît pour poser des questions techniques. La petite bulle questions pour adresser vos questions à Monsieur Mouron qui seront répondues à la fin de sa présentation. Donc nous sommes très honorés aujourd'hui d'avoir Fabrice Mouron avec nous, directeur du Centre national technique dédié à la cybersécurité des systèmes industriels d'Orange Cyber Defense. Après avoir passé une dizaine d'années au sein de l'armée de terre, où il a couvert plusieurs théâtres d'opération en tant que spécialiste de l'arme de transmission, il rejoint le privé en 2004 en tant qu'expert en cyberdéfense, avec une culture de la sécurité offensive et défensive. Donc Fabrice, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci. Merci beaucoup Laure. Bonjour à toutes et à tous. 30 minutes aujourd'hui pour discuter de cyberdéfense dans une thématique très spécifique, qui est celui du milieu industriel. Donc, et de l'industrie 4.0. Pourquoi industrie 4.0? Parce qu'aujourd'hui, pas mal d'entreprises se numérisent, hein. Je préfère ce terme-là que se digitalisent. C'est pas évident à définir. Mais qu'est-ce qu'on parle, enfin, de quoi on parle aujourd'hui quand on parle d'industrie 4.0? Donc, c'est la quatrième révolution industrielle, hein, la première ayant lieu il y a très 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 longtemps. En 1784, hein, basée uniquement sur la production mécanique poussée par des machines hydrauliques et à vapeur. Et aujourd'hui, on est à l'industrie 4.0. C'est quoi? Donc on parle de virtualisation, on parle aussi d'hyperconnectivité des systèmes industriels. Ce sont donc des objets industriels qui sont intelligents, qui traitent de la donnée, qui hébergent aussi de la donnée qui se veut confidentielle, qui a besoin d'être disponible. Hem, on voit on voit entre ces différentes révolutions industrielles, on a notre outil de production, qui est de plus en plus exposé, à une menace. Exposition, qui se veut aujourd'hui, inédite. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un système industriel, il faut déjà le définir. Un système industriel, hein, c'est quoi? C'est un équipement ou un logiciel, qui pilote une grandeur physique ou mécanique. Quand on a dit ça, on commence un peu à comprendre de quoi on parle. Donc on en retrouve un peu partout, hein, ils sont relativement invisibles pour tout le monde. Mais pour ceux qui connaissent, ben voilà, un système industriel, ben, c'est un avion, c'est un train, c'est un système urbain, c'est un bâtiment intelligent, c'est un stade. C'est le traitement, bah, des eaux, le traitement de l'électricité, ce qui achemine l'électricité on met dans tout ça aujourd'hui, ce sont des systèmes industriels. Et donc, quand on parle de cyberattaque, en environnement industriel, les impacts sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que, l'impact peut être, environnemental, peut être humain, et c'est ce qui m'a intéressé aussi, dans mon propre parcours professionnel, hein, ce qui donne un sens à l'expertise en cyberdéfense, hein. Et je me souviens, bah, de cette attaque, hein, qui s'appelle Stuxnet, qui est un malware, hein, qui a déjà 11 ans, hein, parce que la première fois qu'on en a entendu parler, c'était en 2010. À cette époque-là, ben, j'étais pentester, donc j'étais spécialiste, en pénétration de systèmes d'information, de systèmes. Et quand j'avais regardé ce qu'était capable de faire Stuxnet, heu, moi-même étant spécialiste, j'ai pris peur parce que j'ai fait: «Waouh!»
Stuxnet, c'est 4, c'est 4 0D. Donc qu'est-ce que c'est qu'un 0D? C'est une faille dans un logiciel dont le patch n'a pas encore été, publié. Donc il n'y a pas de correctif disponible. Et là, dans un seul malware, il y en a 4 quand même, hein, 4 et avec une capacité de reprogrammer un automate. Donc waouh! Avec un focus très fort, hein, parce qu'il y a eu plus de il y a eu plus de 45 000 PC qui ont été infectés par ce malware, dont 30 000, uniquement, en Iran, hein. Je ne veux pas revenir sur l'aspect politique de ce vers, c'est pas mon propos aujourd'hui, mais c'est pour vous dire, en fin de compte, qu'il y a eu vraiment un focus qui a été fait sur un pays, donc il en manque 15 000, hein, donc les autres 15 000, on les a retrouvés en Allemagne, on les a retrouvés en France, en Inde et en Indonésie principalement, donc dans 4 autres pays. Donc 30 000 rien qu'en Iran. Et c'est surtout sa capacité, de pouvoir, reprogrammer un automate, au nez des automaticiens, hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait un focus qui était fait sur les équipements Siemens, hein, notamment sur les SCADA. Qu'est-ce que c'est qu'un SCADA, hein? C'est l'outil qui va superviser, le système de production et en faisant une attaque qu'on appelle blind SCADA, donc encore une autre attaque, ça veut dire que les automaticiens étaient aveugles. Donc ils avaient une valeur qui était remontée au niveau de leur système, hein, donc ils voyaient une valeur, et ce qui se passait sur le terrain, bah, c'était pas du tout ce qui était remonté. Donc ils étaient réellement aveugles, en fait. Donc l'attaque en question, en fin de compte, hein, les centrifugeuses tournaient beaucoup plus vite, donc il y avait une accélération de l'usure et ça, les ingénieurs ne le voyaient pas. Donc une attaque vraiment redoutable. 11 ans après, je considère toujours Stuxnet comme l'attaque la plus redoutable que j'ai eu l'occasion de voir. Hem, une autre attaque aussi qui a marqué, les systèmes industriels, c'est l'attaque Triton. Donc, Erasmia faisait une excellente introduction sur l'attaque du Colonial Pipeline, donc aux États-Unis, hein, qui sont tout de même, une cible très privilégiée des attaques, notamment sur leur grand système. Donc là, Triton s'attaque au système industriel, très particulier sur le système de sécurité, en fait, le safety. Là, on a un malware, c'est même plus loin que c'est même plus fort que ça, c'est un framework. Qu'est-ce que c'est quoi la différence entre les 2? Ça veut dire qu'à partir de Triton, on va pouvoir refaire d'autres attaques plus sophistiquées, plus rapides, en réutilisant cette souche, en fait. Donc, ils ont réussi en quelque sorte à automatiser des attaques sur des systèmes industriels. Donc avec un focus sur les systèmes électriques pour Triton et sur les systèmes pétrochimiques aussi. Parce que donc la première fois qu'on a découvert ce Triton, hein, c'était en 2014, mais on a même retrouvé des traces du début de l'attaque 3 ans avant, 2014. Donc et on se dit que même que 2014, les débuts de l'attaque, ce qu'on a pu découvrir, c'est que durant ces 3 ans, ils ont développé le framework directement sur leur cible. Donc c'était une usine pétrochimique, saoudienne. Donc ils ont développé ce framework-là directement sur la victime. Donc en s'attaquant, au SIS, donc au système de sécurité. Donc le MIT, hein, a jugé Triton comme l'attaque, enfin comme le malware, le plus dangereux pour l'humanité, tout simplement, en fait, hein. Donc c'est pour le coup un framework qui a été conçu pour détruire. L'impact, hein, c'est l'arrêt du système de sécurité. C'est que si jamais le système de production venait à être défaillant, le SIS est en charge, en fin de compte, le système de sécurité est en charge, en fin de compte, de le protéger. Donc là, étant donné que le SIS a été reprogrammé, il ne protégera pas, le process de production. Donc ce qui nous amène aujourd'hui à plusieurs réflexions autour de l'industrie 4.0 et pourquoi la cyberdéfense doit être un allié, de cette révolution industrielle. Tout simplement parce que ce sont des standards IT qui sont apportés dans l'outil de production, en fait. On parle de convergence IT-OT, hein, IT pour l'informatique de gestion, OT pour l'informatique industrielle, hein.
Et le leadership aujourd'hui, ce qu'on a pu constater chez nos clients, c'est que le leadership en matière de cyber est très clairement porté par l'IT. Par contre, la décision finale, en fait, hein, est très clairement portée par l'outil. Pourquoi? Parce que c'est le safety. Nos piliers habituels qu'on a l'habitude de voir dans l'IT, hein, sont inversés, hein. Tout le monde a entendu parler de cette fameuse CIA triade, hein, confidentiality, integrity, et availability. Ben, vous prenez ce triangle-là, vous le retournez et vous pouvez commencer à comprendre ce qui se passe en matière de cyber dans l'outil industriel. Ce qui prime avant tout, c'est la disponibilité de l'outil de production. Pourquoi? Parce que, bah, si cet outil de production-là s'arrête, en fait, hein, ça peut avoir un impact, bah, par exemple, pour l'environnement, tout simplement, hein. Donc on a eu l'occasion, par exemple, donc de mener des audits, dans des énormes fours, dans le nord de la France, en fait, hein, et le CISO nous disait que, aujourd'hui, heu, si mon haut fourneau s'arrête, c'est plusieurs tonnes aujourd'hui de métal, qui vont durcir. Il va mettre plus d'1 mois pour arrêter, donc c'est plus de 2 semaines pour pouvoir démarrer et plus d'1 mois pour s'arrêter. Donc on voit que la disponibilité de l'outil de production, c'est ce qui prime réellement avant tout. Ça ne veut pas dire que l'intégrité et la confidentialité n'ont pas d'importance, hein. Ils le sont, notamment l'intégrité, hein. Une variable aujourd'hui qui est remontée, d'un capteur, sur votre outil de production, qui est remonté sur votre outil de supervision, donc le SCADA, et qu'ensuite était posé sur votre historien, celui-ci, cette donnée-là doit être intègre parce que sinon, toute votre intelligence de votre outil de production sur votre futur MES ou votre MES actuel, sera biaisée, sera fausse. Donc, mais ça veut dire que tout ce qui va être entrepris en matière de sécurisation en environnement OT sera entrepris à travers le prisme de la disponibilité de l'outil de production. C'est très important. On ne va pas couper, par exemple, on va pas faire une rupture protocolaire comme on a l'habitude de le faire en milieu IT, aussi simplement que ça, en environnement outil. On va prendre toutes nos précautions, qui sont nécessaires pour pouvoir assurer ce niveau de disponibilité, en fait, hein. Donc ce qu'on a pu constater durant les dernières crises, heu, les crises même pour le coup toutes récentes en fait, hein, parce on peut même constater, que dans un hôpital, on retrouve aussi donc des systèmes industriels. L'imagerie médicale est un système industriel. Pourquoi? Parce que, hem, on dit que 57 des sites industriels ne possèdent pas de protection de leur poste de supervision, donc le fameux SCADA. C'est ce qu'on a pu constater. Mais ce chiffre-là est encore plus fort, dans un hôpital. Pourquoi? Parce que l'imagerie médicale, vous allez vous retrouver avec des systèmes Windows qui sont embarqués, qui vont sortir complètement du cycle de patch de sécurité, donc de MCO, et de MCS, qu'on a l'habitude de faire dans l'IT. Et vous n'allez pas du tout le retrouver en fin de compte sur ces systèmes-là, parce que ce sont des boîtes noires pour les entreprises, en fait, hein. Donc, et ce sont des boîtes noires qui discutent avec des domaines de confiance. Donc on se retrouve vraiment avec une convergence. Donc le dans un univers comme celui de l'industrie, où avant on avait des systèmes qui étaient très isolés, qui étaient fermés, on parle d'air gap en fait dans notre jargon. Et ben, tout d'un coup, ils se retrouvent ouverts. Dans l'industrie 4.0, tout ça doit être ouvert, on doit discuter. On a même certains projets aujourd'hui où on accompagne nos clients, où l'intelligence de l'usine est et remonte dans le cloud. Donc, chez Siemens, le projet s'appelle MindSphere, pour vous donner un exemple, et ce qui fait que l'usine, à proprement parler, doit être connectée au cloud, doit être connectée, doit discuter. Le premier pentest que j'ai pu faire en environnement industriel, donc il y a un peu plus de 10 ans, c'était pour un client, qui voulait connecter donc sa supply chain de SAP, donc un ERP qui est, en toute somme très répandu, à son outil de production. Il voulait avoir l'état de ses stocks en live en fait, hein, pour pouvoir passer les achats, pour éviter d'avoir, on va dire, de la matière première, qui dort, qui est inutilisée, donc pouvoir optimiser. Donc, le RSSI à l'époque m'avait appelé pour faire un test d'intrusion. C'était mon premier pentest en environnement industriel. Donc là, on se retrouve avec un flux qui traverse tout l'IT et qui va directement interroger l'outil de production.
C'était vraiment, on va dire, les tout démarrages et donc là, on constate quoi? On constate que, ben, tout 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 le système OT à proprement parler ne suit pas du tout les mêmes codes de conduite de la partie IT. Donc on s'est retrouvé avec des personnes côté OT, donc moi, voilà, jeune pentester à cette époque-là, bah, je dis: «Bah, voilà, donc c'est pas patché, il faut patcher, quoi» et là, la personne me dit: «Mais surtout pas, on ne patche surtout pas, parce que ça marche». Vous voyez? C'est vraiment un changement de paradigme complet et donc au fil des années, on a pu constater aussi autre chose, hein, c'est que la plupart de ces lignes de production se retrouvent avec un lien direct à internet et c'est un lien qui bypasse complètement toutes les solutions de remote access, du système IT. Parfois même, ils ne le savent même pas en fait, tout simplement, hein, donc pour pouvoir vraiment s'en rendre compte, il faut faire un audit physique. Il faut aller directement dans l'usine, ouvrir les armoires électriques et regarder, faire un référentiel complet. Bon, ça peut sembler un petit peu alarmiste tous les chiffres que je vous donne, mais à la fin des slides, je vous donnerai quelques recommandations pour 3-4 recommandations qui vous permettront déjà de pouvoir effectuer vous-même un état des lieux là-dessus, quoi. 53 des installations industrielles possèdent des systèmes d'exploitation obsolètes. Je suis même surpris, au niveau de mes équipes que ce chiffre soit aussi bas. Je m'attendais à un chiffre beaucoup plus fort en fait, hein, pour être tout à fait transparent avec vous. Le, mmh, Aujourd'hui donc, la cybersécurité industrielle pour nous, ce qu'on constate, hein, c'est que, ça doit être un allié stratégique, un élément essentiel qui doit concourir aussi au safety, à la sûreté de fonctionnement et c'est le bon axe en fait compte pour pouvoir adresser, cet univers. C'est un univers qui possède des piliers totalement différents, du monde IT. Si on va les voir et si on tient le même jargon en parlant de 0D, en parlant de patch, en parlant, de virus ou d'XDR ou d'EDR, peu importe, hein, on n'aura pas cette écoute-là. Il faut leur parler sûreté de fonctionnement, il faut parler disponibilité des installations, il faut leur parler productivité et à ce moment-là, on aura, on va dire, une écoute et on va pouvoir en fin de compte, fédérer une approche commune IT, OT pour pouvoir apporter de la cyberdéfense au milieu industriel. La question que j'ai souvent, hein, c'est aujourd'hui, c'est qui attaque les systèmes industriels? De manière tout à fait transparente, hein, 90 de nos interventions sur ces 2 dernières années, c'était pour des attaques non ciblées. Moi, c'est ce que j'appelle le dommage collatéral, en fait. C'est quoi? C'est un WannaCry, c'est un NotPetya, qui se propage de l'IT ou qui se propage de l'outil, hein. Par exemple, un PC connecté qui serait vérolé et qui commence à se propager, à l'intérieur de l'outil et qui va provoquer un dommage collatéral, parce qu'il va provoquer un arrêt du système de production, en tout cas l'incapacité de pouvoir le superviser ou de pouvoir le reprogrammer, et donc c'est un arrêt. C'est un arrêt, tout simple. Donc, pourquoi? Parce que la station d'ingénieur ou le SCADA qui s'est fait chiffrer par un cryptolocker, donc, on devra payer une rançon pour pouvoir continuer à l'exploiter. C'est exactement l'histoire, de ce qui s'est passé aux États-Unis, expliqué en introduction par Erasmia sur le Colonial Pipeline. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé sur les hôpitaux, donc les exemples qui avaient donc, été expliqués par le président de la République. Donc ce sont des dommages collatéraux. Il n'y a pas de charge à proprement parler finale sur l'outil de production. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une reprogrammation de l'automate comme il y a pu avoir avec Stuxnet ou avec, Triton. Mais très clairement, ça va arriver, hein. Enfin, je vais pas vous faire peur là-dessus, hein. Pour moi, c'est l'étape suivante, en fait, hein. C'est avec Triton, on a tout pour pouvoir le faire. Donc, NotPetya, WannaCry, Loki, enfin, pardon, LockerGoga, toutes ces souches-là, enfin, tous ces virus, tous ces malwares, tous ces crypto-lockers, ont quasiment la même souche virale, en fait, hein. Donc, ce sont que des fonctionnalités supplémentaires qui ont été rajoutées avec des impacts qui sont différents. On ne pourra jamais les déchiffrer. Ils sont juste là pour détruire. D'autres qui sont plus à ranger dans la catégorie ransomware.
mais sinon ils ont tous la même, ils ont tous le même process d'attaque, en fait. Ensuite, on trouve des scripts qui disent, donc des exemples qui sont assez courants, dans les médias, un jeune de 16 ans qui a arrêté donc tout le système, des feux rouges d'une ville, ou sinon l'attaquant isolé. Hem, pour le coup, les organisations privées ou les attaquants au niveau étatique, bon ça fait pour le coup, le jeu de la presse, hein. Ce sont des attaques qui existent, qui sont redoutables, mais qui sont pris très au sérieux, par chez nous au niveau de l'ANSSI déjà. Donc, je veux pas m'éternaliser dessus. Le plus important aujourd'hui, c'est que c'est comprendre que toutes les entreprises sont vulnérables et peuvent être victimes de ce type, de ce type d'attaque. Pourquoi? Parce que tout est disponible sur internet. Il y a un outil qui est régulièrement utilisé aussi par nous-mêmes, hein, pour pouvoir voir si nos clients sont exposés ou pas, hein, qui s'appelle Shodan, qui est un moteur de recherche pour pouvoir retrouver donc des bannières, de systèmes industriels qui se retrouvent directement connectés sur internet. La plupart du temps, les mots de passe ne sont pas du tout changés, hein, ce sont des mots de passe par défaut qui sont déjà connus. Et à partir de là, un acteur malveillant, peut déjà commencer, à s'introduire dans les systèmes OT. Et ensuite, pour pouvoir rebondir autre, ben, tout est disponible sur internet, hein. Il y a des sites complets qui expliquent réellement, comment pirater un système industriel, comment reprogrammer un automate. Fabrice, il Le vous reste 5 Oui, minutes. merci beaucoup. Quelles sont les motivations qu'on va retrouver derrière? Le premier, c'est clairement l'argent. Le deuxième, c'est l'espionnage, et ensuite le dernier, comme on a pu l'avoir sur Stuxnet ou sur Triton, qui est du sabotage. Au niveau donc du tri qualification des alertes, sur cette dernière année, pour vous donner un petit aperçu, on a remonté plus d'1 800 000 incidents, événements qualifiés. Ça veut dire ce sont des incidents de sécurité qui derrière, ont donné donc une investigation. Donc on a eu plus de 45 000 investigations au niveau de nos équipes en cyberdéfense, et près de 19 000 ont été des incidents confirmés. Ce sont donc, des rapports que vous allez pouvoir retrouver donc à la fin de mes slides, et sur lesquels on va pouvoir expliquer un peu plus longuement sur les chiffres, donc je vais passer dessus parce que le temps sinon, va me manquer. Mais ce sont des rapports que vous pouvez retrouver à la fin de mes slides et que vous pouvez télécharger sur notre site, et qui expliquent un petit peu, qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres. Là, un fait pour vous dire que, vous voyez, hein, toutes les organisations sont touchées, hein, que ça soit donc de la petite entreprise, au grand groupe, tout le monde y passe. Ce qui est intéressant, c'est de regarder en termes de chiffres. On a pu voir par exemple qu'on retrouve plus de transgressions des politiques au niveau des grandes organisations. Pourquoi? Parce qu'ils en ont une déjà de politique de sécurité, et que ce sont des politiques qu'on ne retrouve pas du tout au niveau des petites organisations. Et derrière ça, un focus sur l'industrie manufacturière, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, au niveau de l'industrie 4.0, c'est que, ils se retrouvent au top 3 aujourd'hui de nos investigations numériques, où plus de 10 de transgressions de politique de sécurité ont pu être constatés. Ce qui n'est pas non plus anormal dans le principe que, le confinement a obligé donc un changement, d'habitude, hein, et donc on s'est retrouvé donc, avec des transgressions de politique de sécurité. Et donc pour terminer, comme je vous l'avais promis, quelques recommandations. Donc ça, c'est le top 20, enfin le top 4, pardon, parce que j'ai pas pu le faire rentrer. Le top 4 des recommandations donc sur l'année 2020 qu'on a pu avoir. Le plus important, et c'est le message que j'aimerais vous faire passer, hein, le plus important, c'est de savoir ce que vous avez au niveau de vos systèmes outils. Pourquoi? Parce que demain, quand il y aura un nouveau verre qui va arriver, le fait de savoir que, ce système-là est vulnérable à ce verre-là, heu, vous allez pouvoir mettre en place un système de réaction. Et la seconde étape, c'est de tester ce système de réaction. Et pour moi, c'est vraiment le message le plus important. C'est de tout de suite de prendre une posture de cyber-résilience, de pouvoir commencer, à réfléchir: «OK, si jamais je me fais attaquer, si jamais mon SCADA ou, ma station d'ingénieur se fait chiffrer, comment je fais pour continuer à faire tourner mon outil de production?» C'est adopter une posture de cyber-résilience.
Voilà, j'en ai terminé, Laure. Je reviens. Voilà, merci, merci beaucoup, Fabrice. Alors, est-ce qu'on a, des questions? Alors, en premier lieu, peut-être, hein, surtout un grand merci pour, ces généreuses informations et une présentation, très riche et instructive. Hem Une question qui, moi, par contre, qui suis pas énormément du domaine, est-ce que les cyberattaques sont officiellement catégorisées, par leur gravité, on va dire, qui pourrait être un référentiel pour les entreprises, à savoir, lesquelles il faut automatiquement, enfin obligatoirement se protéger et les autres, peut-être pour des raisons économiques, un peu moins? Quel, Oui, tout à fait. Donc oui, il existe, hein, il y a plusieurs référentiels, hein, qui sont sortis, qui existent. Il y en a un tout à fait récent qui nous intéresse tout particulièrement. Pourquoi? Car il nous permet tout de suite d'adopter une réaction face à une criticité. Donc nous, on utilise le MITRE ATT&CK, qui est un donc le référentiel du MITRE, hem, qui, heu, qui, heu, qui a sorti il y a un an, un référentiel dédié au système industriel. Et ce qui est bien, c'est que ça nous permet, d'avoir quelque chose qui correspond réellement à l'outil de production en prenant en compte la sûreté, donc le safety. Donc oui, donc il existe des référentiels et ensuite le niveau de criticité est à définir directement avec le système, qu'on doit surveiller. Pourquoi? Parce qu'un PLC n'aura pas le même niveau, potentiellement de criticité, qu'un switch, industriel parce que, il ne se retrouve pas du tout sur le schéma critique. Donc il est nécessaire d'établir ce schéma critique, ça veut dire que sur ce schéma critique, tous les équipements qui font partie de ce schéma critique vont avoir un niveau de criticité élevé. Et donc, si un incident, venait, à être détecté sur un de ces équipements de chemin critique, c'est tout de suite, alerte rouge, quoi. D'accord, super, et pourrions-nous envisager, nous, Minalogic, de le diffuser, vous savez, ce référentiel ou Ce référentiel est disponible pour tout le monde, bien sûr, oui. Oui, bon, oui, mais bien sûr. on Mmh. pourra y réfléchir, pour, Ouais, bien sûr, poursuivre l'accompagnement. Super, je vous donnerai merci. là-dessus. Une autre question des participants: est-ce que l'utilisation de solutions cloud expose plus aux cyberattaques, pardon, en particulier pour l'espionnage industriel? Ah, très bonne question, très bonne question. J'aurais ten ah, si je prends ma casquette, hein, on va dire un peu d'intégriste en matière de cyber, heu, au moment où vous ouvrez votre système industriel, vous l'exposez forcément. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut, c'est une analyse de risque qu'il faut faire entre ce que ça peut vous apporter hem, en matière de performance de production versus le risque encouru. La réponse est oui, on se retrouve, avec les mêmes questions qu'on a pu avoir il y a 15 ans quand on commençait à positionner nos données dans des très gros CSP comme Office 65. Est-ce que l'utilisation aujourd'hui d'Office 65, quand vous avez votre donnée, que vous la positionnez, chez un tiers, est-ce que vous êtes, à crainte? La réponse oui et non, ça dépend quel type de données vous mettez. Un géant industriel m'avait répondu une fois là-dessus, parce que j'étais surpris qu'il s'ouvrait au cloud massivement. Il m'a répondu: «Mais Fabrice, en fait, je vais dans Office 65, mais je considère que la donnée que je reçois par mail, celle-ci finalement, n'est plus confidentielle parce qu'elle utilise le service de messagerie. Si je veux, qu'elle soit, confidentielle, je la chiffre». Mmh. Donc je pense que la réponse, à mon avis, elle sera la même. Dans l'outil de production, ce qui sera intéressant de savoir, c'est que là, c'est l'intelligence de production que l'on va positionner, au niveau, au niveau d'un géant industriel. Donc là, c'est un peu différent dans le sens où finalement l'outil, et le secret industriel, on peut très bien faire en sorte d'en garder une partie au niveau de l'usine, celle qu'on considère comme le graal pour nous, et tout le reste, plus commun, on peut très bien le positionner dans le cloud. D'accord, très bien, merci. Alors, on a une dernière question, une demande de recommandation, mais malheureusement, on n'a pas le temps et je voudrais libérer vraiment les gens, pour leur rendez-vous. Ça aurait été vos recommandations en termes de cloud providers, en termes de cyber.
ou les clouds privés, les plus Ouais, sûrs, hein. Alors peut-être que, la question a été, posée par, Jérémy Perrin de la société Connectica. On pourra peut-être lui faire ses recommandations en direct si vous nous le permettez. bien sûr, pas de souci. Très bien, Parfait. très bien. Bah, je vous remercie Merci beaucoup, beaucoup pour vos questions. Fabrice, pour Merci votre beaucoup journée, Laure enfin pour pour votre cette modération. disponibilité. Merci pour Merci. la conférence et merci à tous pour votre participation. Au revoir et bonne Au journée. revoir.